Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselmann. En juin 2023, alors qu'il pèlerine de cathédrale en cathédrale, qu'il remonte les Alpes jusqu'à Annecy, son destin croise celui d'un meurtrier qui va poignarder à Annecy ce jour-là 6 personnes, dont 4 enfants en bas âge dans un square. Ce même jour, la Providence conduit Henri d'Anselme, mais aussi Yassim Bounmoura et Georges Guerdner dans ce même square. À ce même moment, et à l'aide de son sac à dos de pèlerin, Henri d'Anselme va repousser cet assaillant déterminé, épargnant sans doute d'autres innocents. Henri d'Anselme, bonjour. Bonjour Baudouin. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous auriez imaginé, au début de votre pèlerinage, vous retrouver dans cette situation face à un tueur ? Pas du tout. Pas du tout. Jamais de la vie je n'aurais imaginé ça. Et alors vous avez réagi spontanément, vous êtes dit c'est alors souvent vous disiez que c'était juste une bonne action, c'était un peu plus que ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là pour vous mettre face à ce tueur ? Écoutez Baudouin, en fait, quand j'ai compris ce qui se passait, on réfléchit pas beaucoup, on prend la décision d'agir, le sac se dépose et puis on agit. Mais si vous voulez, maintenant, j'en garde un souvenir assez flou. Tout ça a été très rapide. Et en fait, c'est vrai que quand j'ai accepté de témoigner à la télévision, j'ai surtout voulu tout de suite recentrer les gens et le discours médiatique sur ce qui était l'essentiel pour moi, c'est-à-dire le beau et les cathédrales. D'accord. Et d'ailleurs, vous étiez à ce même moment avec 2 autres hommes, Yassim Bounmoura et Georges Guerdner. Quelle a été leur action à eux ? Est-ce que vous vous rappelez ? Oui. Alors, en fait, il y avait beaucoup de. En fait, j'ai été le premier à réagir, à intervenir. Il y avait d'autres personnes. Je crois que là, vous citez les personnes qui ont été décorées avec vous de la Légion d'honneur. Voilà, exactement. Et dans ce cas, si je me trompe pas, ce sont des personnes ce sont les employés municipaux de la ville qui ont essayé aussi d'intervenir pendant qu'on coursait l'individu et qui ont notamment essayé de mettre des coups de pelle. Voilà. D'accord, des coups de pelle, c'est vrai que c'est face à un couteau, c'est toujours efficace. Alors à ce moment-là, vous êtes donc en plein pèlerinage autour de ces cathédrales. Quel est le projet de départ de ce voyage qui vous a conduit à Annecy ce jour-là ? Alors c'est un rêve depuis longtemps, on va dire ça comme ça. Un rêve depuis le lycée et j'ai toujours voulu en fait faire ce tour des cathédrales de France. Alors il y a plusieurs dimensions à ma démarche. La première dimension, je dirais que c'est une aventure personnelle, le fait de vouloir me confronter à un grand voyage et en France. Je voulais vraiment voyager en France pour découvrir et connaître mon pays. Et puis cette dimension aussi d'aller de cathédrale en cathédrale, à la fois dans une démarche spirituelle, mais surtout dans une démarche de transmission. Je voulais vraiment, dès l'origine et dès l'origine de mon périple, il y avait cette volonté de transmettre quelque chose et de montrer au plus de gens possible la beauté des cathédrales. Alors, ce voyage touche à sa fin prochainement, c'est ça ? Alors donc je suis parti le 25 mars. Et l'idée est de voyager 9 mois pour voir toutes les cathédrales de France, si ce n'est un maximum, et je voyage jusqu'à Noël, jusqu'au 24 décembre. Et alors, où vous serez ce 24 décembre ? Eh bien, très bonne question. C'est pas encore déterminé ? C'est pas encore déterminé parce qu'en fait, je vais essayer d'aller le plus loin possible déjà. Et pour vous donner une idée, j'ai déjà fait, je pense, bien 50% de mon trajet. Au moins, il y a 175 cathédrales, j'estime à 175 cathédrales visitables en France. J'en ai fait déjà 90, il m'en reste sensiblement 80 à visiter. Et donc là, je redescends la Mayenne, la Bretagne, la Vendée, toute la côte atlantique. Je longe les Pyrénées et en fait, je remonterai à Paris par le Massif central. D'accord, vous remonterez depuis le Massif central, donc toujours à pied, avec parfois des petits coups de pouce du stop. Alors, je voyage principalement en stop parce qu'en fait, la France est grande. Ouais.
ça reste un grand pays et en fait il y a des cathédrales partout assez uniformément réparties sur tout le territoire. Quand on regarde une carte, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, en fait, ça permet de se rendre compte que la France est vraiment recouverte. À l'époque, on utilisait l'expression un blanc manteau d'église. C'est vrai, un blanc manteau de cathédrale. Et souvent, j'aime bien dire que toutes nos cathédrales font à travers le territoire français comme un grand réseau de repères qui traversent l'espace et le temps et qui viennent nous transmettre une beauté. Et à travers cette beauté, j'essaye d'y voir et de transmettre une unité. Très bien. Et alors, quelle est cette unité ? Est-ce que vous avez réussi à la percevoir, à la toucher du doigt ? Bah, écoutez, comment je pourrais dire ça en étant le plus juste possible ? On est tous touchés par la beauté, si vous voulez. Lorsqu'on tout le monde est touché par les cathédrales, d'ailleurs, souvent les gens sont très jaloux de leur cathédrale dans leur coin. C'est très amusant de voir que il y a un peu une compétition des cathédrales. Quand j'arrive dans un endroit, tout le monde va me dire que celle-ci c'est la plus belle, etc. Et donc tout le monde est touché par la beauté des cathédrales parce que la beauté est universelle. Et c'est le message que je veux faire passer, c'est-à-dire que si on reçoit aujourd'hui une beauté, c'est parce que autrefois nos ancêtres nous ont légué cette beauté comme un acte d'amour, et rien que cet acte d'amour, la reconnaissance de cette beauté transmise, devrait nous unir et devrait nous inspirer pour agir de la même façon, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, vous disiez que vous voyagiez beaucoup en stop. Comment vous êtes accueillis quand les automobilistes vous reconnaissent ? Très bien. Alors, tout le monde ne me reconnaît pas. Encore heureux. Et en France, le stop marche très bien. À partir du moment où on est patient et on sait reconnaître les bons endroits. Et c'est vrai qu'en fait, la démarche est très bien accueillie. Je discute souvent, notamment avec des athées ou des gens qui se déclarent athées ou agnostiques et qui me disent pourtant qu'ils adorent rentrer dans les églises et dans les cathédrales, justement pour ça, parce que pour tout le monde, en fait, on rentre dans des édifices qui sont complètement intemporels. On sort du temps, en fait. Quand on rentre dans une église ou dans une cathédrale, on sort du temps. J'aime bien en parler comme de pierre éternelle. Et on rentre dans un contexte où tous nos soucis du quotidien vont plus facilement disparaître pour les confier à qui on veut. Les chrétiens pourront les confier à la prière. Et les autres s'inspirent de la beauté et de l'intemporalité de ces cathédrales pour sortir du temps. Et alors après cet acte de bravoure à Annecy, vous avez été sous le feu des projecteurs. Comment vous avez géré cette soudaine exposition et même cette rencontre avec le président ? Est-ce que vous vous êtes dit je continuerai plus tard, ou vous avez jamais arrêté votre pèlerinage ? Non, j'ai jamais voulu arrêter ma démarche. Alors, c'est toujours très difficile. En fait, cette exposition médiatique-là est toujours très violente, hein, même si elle est bienveillante, globalement bienveillante. Elle est toujours très violente. C'est sûr qu'il faut du temps pour assumer entre guillemets le nouveau statut qui nous incombe, etc. Mais non, en fait, disons que la providence est bonne. Je suis catholique pratiquant, donc je parle de providence. Parce que je ne pense pas que j'ai été là par hasard. La providence est bonne dans le sens où ce qui s'est passé m'a permis aussi de faire passer le message de beauté des cathédrales au plus grand nombre. Et aujourd'hui, toujours grâce à Dieu, j'ai des moyens un peu plus importants pour pouvoir diffuser cette beauté. Oui, on pourra en reparler. Qu'est-ce que vous avez découvert ou redécouvert de la France que vous sillonnez depuis ce périple ? Alors c'est très étonnant, j'ai découvert vraiment un beau pays, un très beau pays. Ah bon ? Voilà, au point de vue de ces paysages et de ses habitants. J'ai surtout l'impression d'être parti à la rencontre d'un pays qui a besoin d'être aimé. C'est D'accord. Un peu bizarre dit comme ça. Ouais, c'est un peu bizarre dit comme ça. Expliquez-nous ce désir d'être aimé. Oui, dans le sens où on est un peu dans un pays. Alors il faudrait comment expliquer ça ? Où le pays devrait s'aimer. C'est un pays qui devrait s'aimer lui-même. Qui devrait beaucoup plus s'aimer en redécouvrant ses propres trésors
et qui attend aussi beaucoup de reconnaissance. Si vous voulez, on se rencontre. Alors c'est plus du tout nouveau de dire ça, mais ce décalage entre une France profonde et une France des villes ou une France des élites politiques, économiques, etc. C'est vrai qu'il y a un décalage. Il existe. On peut en faire vraiment l'expérience parce que charnelle. J'ai envie de dire quand on voyage et surtout quand on voyage en dépendance aux autres. Et en fait, il y a aussi un besoin de reconnaissance et d'amour et les gens ont un besoin et ont envie d'être reconnus, qu'on reconnaisse leur travail, leur mérite, le mérite de leur patrimoine, le mérite de leur paysage, le mérite simplement de leur travail en fait. Ouais, on imagine bien qu'il y a cette en ligne de fond un peu en effet ce fossé entre une France peut-être plus urbaine et une France plus rurale, comme on dit là, une France oubliée, ou c'est pas non plus de cet ordre-là, ce que vous avez relevé? Je sais pas si je dirais qu'elle est complètement oubliée, mais en fait ce qu'on dit d'une France un peu perdue, on peut le dire de la même chose pour la France des villes. En fait, c'est un vrai désespoir, un vrai vide spirituel. Les Français des villes aussi ont besoin de s'aimer et ont besoin d'être aimés. Ouais. Et alors, ce vide spirituel, vous l'expliquez comment? C'est-à-dire que quand vous allez quand vous sillonnez ces cathédrales, elles sont bien vides pour le pays chrétien qu'est la France? Oui, il y a de ça, mais en fait, je pense que le fait que nos églises soient vides aujourd'hui, ce n'est qu'une conséquence de plein d'autres choses. Et si vous voulez, j'ai envie de remonter un peu plus dans les causes et simplement de dire qu'il y a un manque drastique de beauté en France, simplement de beauté. Hier, on parlait, le gouvernement, tout le monde dans les médias parlait du plan du gouvernement contre l'enlaidissement, contre voilà. La France moche. Exactement, contre la France moche. Eh bien, en fait, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur un autre média hier soir pour dire, en fait, le problème, c'est pas un souci d'aménagement urbain. C'est pas une histoire de virer des parkings de béton pour replanter des arbres ou réempiler des magasins pour réduire leur surface au sol. En fait, ce qu'il faut changer, c'est notre mentalité. C'est la mentalité de construire, non pas pour que ça soit utile, mais pour que ça nous inspire, en fait. Les bâtiments ne doivent pas, les choses qu'on construit, que l'homme construise, ne doivent pas d'abord nous être utiles, pas en premier lieu, mais elles doivent en premier lieu nous inspirer en tant qu'animal avec une capacité spirituelle. Et en fait, c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est une recherche gratuite de beau partout, dans toutes les choses. Ah oui, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand vous parlez de construire des choses non pas utiles, mais vous parlez de ces zones. Est-ce que vous les avez croisées, ces zones commerciales avec ces boîtes à chaussures, c'est-à-dire que des hangars de tôle avec dedans, voilà, le Go Sport, le Darty, etc. Et ça, est-ce que ça a vraiment enlaidi certains paysages, certaines villes où vous êtes entré? Ah oui, bien sûr, c'est très frappant d'ailleurs. J'ai eu l'occasion d'écrire aussi que ça déshumanise parce qu'on a l'impression de devenir non plus un animal d'ailleurs, mais une espèce d'homme-machine soumis au béton et à la tôle. Oui, bien sûr, c'est infâme. C'est des zones industrielles infâmes. Et en fait, oui, effectivement, ce que je veux dire, quand il faut d'abord penser à bâtiment pour ce qui nous inspire et pas pour son utilité, c'est vraiment cette idée en fait, il suffit de regarder encore une fois les cathédrales, mais pas que les cathédrales. Souvent, dans les villes, il y a les quartiers cathédrales, et autour des cathédrales, dans pas mal de grandes villes, on redécouvre des vieilles maisons, et on se rend compte quand on regarde ces vieilles maisons que tout le moindre détail était travaillé pour qu'il soit beau. Et on voit des poutres apparentes. On voit, si vous voulez, même dans une charpente de cathédrale, il y a des poutres sculptées que personne ne verra, qui ne sert strictement à rien. Ça sert à rien de les sculpter, mais en fait, c'est juste le travail bien fait, la beauté du travail, et pour la personne qui peut-être passera par là, se rendre compte qu'il y a un artisan qui s'est dit « je vais faire quelque chose de beau ». Pourquoi ? Parce que c'est un acte d'amour pour les générations qui vont suivre. Est-ce que vous avez des exemples comme ça de petites merveilles d'artisanat d'art qui est placé dans des recoins ou des choses même qu'on retrouve un peu partout dans les cathédrales, mais qui sont méconnues? Des exemples, il y en a 50 000. Ouais. En France, il suffit de rentrer dans une église, même pas forcément dans une cathédrale, mais dans une église pour se rendre compte de la richesse
scripturale, architecturale, artistique de tout ce qu'on a. Moi, j'aime beaucoup les grandes cathédrales gothiques parce que les grandes cathédrales gothiques sont un peu, pour moi, architecturalement, un âge d'or. Et souvent, notamment à Strasbourg, on peut penser à tout cet imaginaire médiéval avec le bestiaire qui va avec, et on peut s'amuser à aller chercher dans les petits recoins le petit détail marrant comme le petit singe, le petit chien qui est caché en fait entre deux entrelacs de pierre et qu'il faut savoir aller chercher, quoi. Oui. Et d'ailleurs, j'imagine que vous l'avez constaté, cette leçon que nous donnent les cathédrales du rapport au temps, c'est-à-dire qu'elles sont construites, elles prennent certes 100, 200 ans à être construites, mais elles restent là pour 1000 ans, voire plus. Exactement. Et les personnes qui travaillaient sur ces chantiers n'étaient même pas assurées d'en voir la fin. Et donc c'est exactement ça, c'est exactement cette notion du temps long en fait qu'il faut savoir retrouver. Et quand on construit, et en fait si vous voulez, ça fait que depuis les années 60 que la France s'enlidie. Pourquoi avant, lorsqu'on construisait des bâtiments, c'était beau? Et pourquoi après-guerre, quand on a commencé à reconstruire, c'était pas beau? Pourquoi? Parce qu'il y a un changement de mentalité en fait. Il faut simplement se réinscrire dans le temps long, chercher lorsqu'on construit, à ce que ça dure en fait, que ça soit beau et que ça dure pour les générations futures, avant que on soit dans une logique de profit et d'utilité. Et alors, quelle est donc la cathédrale que vous avez préférée? Parce qu'il faut choisir. C'est hyper dur à choisir. Je suis touché par toutes les cathédrales, elles sont toutes très belles. Il y a des cathédrales qui me font des effets waouh, c'est certain. Je pense aux grandes cathédrales gothiques. Je parlais de Strasbourg, mais il y a Chartres, Reims, Amiens, Rouen, Orléans, Beauvais. Mais il y a aussi toutes ces petites cathédrales très intimistes du sud de la France, ces cathédrales qu'on appelle paléo-chrétiennes, qui sont en fait les premiers diocèses français qui datent du 5e, 6e, 7e siècle, avec les plus vieux baptistères. On voit qu'il y a encore des pierres, des autels mérovingiens. Tout ça aussi, c'est très émouvant. Très bien. Alors, vous produisez alors, au départ, vous alimentiez un compte Instagram, et après l'événement d'Annecy, vous avez été plus soutenu, je crois, par des chaînes. Et là, du coup, vous allez pouvoir produire un documentaire sur les cathédrales qui sera diffusé sur C8. C'est bien ça? Exactement. J'ai effectivement eu l'occasion de signer avec le groupe Canal+, et celui-ci, et je les en remercie, me donne l'opportunité d'ici la fin de l'année, donc entre fin août et décembre, de tourner sur mon aventure 4 documentaires de 52 minutes qui seront diffusés sur C8 normalement. Ah oui, 4 documentaires. 4 documentaires de 52 minutes qui seront diffusés normalement à partir de janvier 2024. Parfait. Alors, qu'est-ce que rapidement, parce qu'on va devoir conclure, mais qu'est-ce qu'on retrouvera dans ces 4 documentaires? Eh bien, c'est simple. En fait, mon aventure est le prétexte pour partir à la découverte des cathédrales que je visite. Et donc, ça va se faire donc forcément au travers de mon aventure, c'est le fil rouge. Mais l'idée, c'est de nous initier, d'initier le grand public, parce que c'est des programmes grand public, au monde des cathédrales, au monde de spirituel aussi autour des cathédrales, mais pas que, au monde de l'artisanat, au monde à l'histoire autour des cathédrales. C'est vraiment une initiation progressive grand public. Très bien. Un grand merci Henri d'Anselme d'avoir été avec nous.